Je n'aurais jamais pensé qu'une seule phrase de ma propre fille, Sabine, puisse ressembler à un couteau s'enfonçant dans ma poitrine. Tu seras partie d'ici demain matin. Maman, la maison est vendue. Les mots flottaient dans l'air, empoisonnés, épais, plus lourds que les lourds rideaux bloquant le soleil de l'après-midi. Mon jardin, mon sanctuaire depuis plus de 40 ans, semblait soudain étranger, envahi, tandis que je sirotais mon thé parmi les roses et les oignons. Sabine se tenait devant moi, les bras croisés sur sa blouse coûteuse, comme pour maintenir sa contenance. Elle ne pouvait même pas me regarder dans les yeux. À côté, Pascal Vasseur s'appuyait sur la chaise en bois, satisfait, détendu. Il ne cachait pas sa satisfaction. Je ne sciais pas encore. Je refusais de leur donner ce plaisir. Mes mains restaient croisées sur mes genoux. Dwight Stables, bien que mon estomac se noie. Donc, disais-je, ma voix froide, délibérée. Vous avez trouvé un acheteur pour ma maison. Sans m'en parler d'abord, Pascal laissait échapper un petit rire, comme un moustique bourdonnant près de mon oreille. Ce n'est pas juste ta maison, Madeleine. Tu vieillis, tu as besoin de soins. Sabine était longuement. Cet endroit est trop pour toi. La voix de Sabine craquait lorsqu'elle ajoutait: nous avons déjà réservé une belle chambre à la résidence Les Chênes à Sarlat. Tu y seras très à l'aise. Ils ont même un jardin. Un jardin. Ce mot me brûlait la gorge. Cette maison, ces terrains, mes roses, mes oignons, chaque pierre de l'allée, les mains de mon défunt mari, Georges, les avaient posées et il pensait pouvoir enterrer 43 ans de ma vie sous une fausse sollicitude et des papiers légaux. Je laissais le silence s'étirer jusqu'à ce que même Pascal s'agite mal à l'aise. Puis je parlais, lentement, vivement. Aucun addict, disais-je. Mes yeux perçant Pascal ne touchera mes actifs. Son sourire vacillait. Son petit problème de poker n'était pas si petit. Je savais qu'il pensait que j'ignorais. Sabine expirait vivement, sa voix montant. Il ne s'agit pas des erreurs passées de Pascal. Il s'agit de ce qui est mieux pour toi, mieux pour moi. Je voulais hurler, mieux pour moi. Au lieu de cela, je redressais le dos. Je vois, vous pensez avoir gagné quelque chose aujourd'hui. Vous pensez me protéger. Ma voix s'adoucissait, teintée de venin. Mais vous vous protégez de vos propres dettes, de vos propres échecs. Le masque de calme de Pascal craquait. Surveille ton ton. Madeleine. Oh quoi, murmurai-je. Tu joueras à la maison de quelqu'un d'autre. Sabine hoquetait, mais le visage de Pascal rougissait. Il se levait, mais dominant. Tu es paranoïaque et ingrate. Nous avons beaucoup sacrifié pour toi. Ingrate. Ce mot tournait dans ma tête, comme une pilule amère que je refusais d'avaler. Vous n'avez rien sacrifié, disais-je calmement. Vous avez calculé, et vous avez supposé que j'étais faible. Je me levai lentement, mes genoux raides, mais solides sous moi. Je le regardais droit dans les yeux. Tu oublies à qui tu as affaire. Pascal. Il clignait, déstabilisé par ma résolution discrète. Je voyais Sabine saisir son bras, comme pour le ramener à leur script répété. Mais je l'avais déjà brisé. J'ai construit cette vie bien avant que tu n'apparaisses, et je ne vous laisserai pas la démanteler, parce que vous manquez de ligne de crédit. L'horloge tic-taquait bruyamment derrière nous. Un instant, aucun de nous ne bougeait. Puis Pascal sifflait. Tu le regretteras. Je souriais, un sourire petit, froid. On verra. Quelques jours auparavant, j'étais ici, dans ce même jardin en Dordogne, sirotante mon thé. Comme toujours, le soleil perçait à peine le brouillard matinal, projetant une lumière dorée douce sur mes roses. Les roses roses fleurissaient enfin. Après un hiver tenace, mon mari, Georges, disait toujours que ces roses étaient la chose la plus patiente de cette propriété. 43 ans. À cultiver ce sol ensemble. Maintenant, j'étais seule.
Et pourtant je trouvais la paix ici. Je me souvenais fredonner en taillant les haies, ressentant cette satisfaction discrète que seule la routine apporte. Le poids des cisailles dans ma main, le doux bruissement des feuilles, c'était mon petit monde. Intact. Si j'avais su ce que Sabine et Pascal planifiaient cette même semaine, j'aurais peut-être taillé ces sachets plus fort, peut-être écrasé quelques épines entre Tommy Poide. Mais ce matin-là, j'étais assez naïve pour croire que tout était stable. Je m'arrêtais pour siroter mon thé, sentant la chaleur dans ma poitrine, en admirant la maison. Mon maison, briques blanches avec des volets vert foncé, chaque pouce construit sur des sacrifices. Mon défunt mari, Georges, avait mis son âme dans cet endroit. Chaque salaire, chaque heure supplémentaire, chaque projet de week-end, nous avions élevé Sabine X. Elle n'était qu'un bébé. Quand nous posions les fondations, je pensais qu'elle chérissait cet endroit autant que moi. Quand elle courait pieds nus dans le jardin, criant de joie, tandis que Georges la poursuivait autour du sol. Quand elle s'asseyait avec moi sur la véranda, dessinant des images de notre maison avec des crayons de couleur. Mais les gens changent, ou peut-être deviennent-ils simplement ce qu'ils étaient destinés à être. Dernièrement, elle visitait moins, toujours trop occupée, toujours une excuse. Quand elle venait, elle était polie, mais distante. Ses yeux s'attardaient sur la propriété plus que sur moi, comme si elle évaluait quelque chose, l'estimait, mesurait sa valeur en euros, pas en souvenirs. J'aurais dû le voir plus tôt. Le vent se levait ce matin-là, faisant teinter les carillons que Georges avait accrochés pour notre anniversaire 1 an. Il sonnait plus doucement maintenant, plus vieux. Comme moi, je suppose. Je retournais à mes roses, coupant soigneusement les vieilles pousses, fredonnant un vieil air. Je n'avais jamais eu besoin de beaucoup pour être heureuse. Juste cette maison, ces jardins et le calme. Mais en essuyant la terre de mes gants, je remarquais le facteur approcher. Je le saluais. Il me tendait quelques enveloppes, factures, appels de charité, et une lettre qui me nouait légèrement l'estomac, une brochure brillante de la résidence Les Chênes. Je n'avais demandé aucune information. Je la fixais un instant, ma main tremblante légèrement. Mon premier instinct était de l'ignorer. Probablement juste un marketing aléatoire, me disais-je, mais au fond de ma poitrine, une petite braise de suspicion commençait à briller. Je portais le courrier à l'intérieur, le posant proprement sur le plan de travail de la cuisine. La maison sentait légèrement le citron et la lavande. Mes parfums, ma routine. Et pourtant, debout là dans ma cuisine, regardant cette brochure, un frisson me traversait. Quelques jours après ce matin troublant, Pascal venait seul. C'était inhabituel en soi. Normalement, Sabine menait les conversations. Elle était toujours la voir. Il rôdait comme une ombre derrière elle, jouant le mari dévoué. Mais pas aujourd'hui. J'étais dans la cuisine, essuyant les plans de travail. Quand j'entendais sa voiture dans l'allée, ce vieux camion grondant, je jetais un œil à travers le rideau. Il restait assis dans le siège du conducteur un instant, ajustant quelque chose, comme s'il répétait, puis il sortait, montant l'allée avec cette nonchalance forcée qu'il portait quand il voulait quelque chose. J'ouvrais la porte avant qu'il ne puisse frapper. « Pascal », disais-je platement, « je ne m'attendais pas à toi. » Il souriait. Trop large, ses dents brillant comme des jetons de poker bon marché. « Salut, Madeleine. Je me suis dit que je passerais. Voir comment tu vas. » Je m'écartais sans répondre. Pondre, le laissant entrer. L'air changeait immédiatement. Je sentais ses yeux scanner le salon, le couloir, la maison elle-même, comme un homme évaluant un prix, qu'il pensait déjà à lui. Il me suivait dans la cuisine, se tenant maladroitement près de la table. Tandis que je me versais du thé, je ne lui en offrais pas. « Tu sais, commençait-il, frottant ses mains,
Sabine s'inquiète un peu pour toi ces derniers temps. Elle pense que tu te surmènes peut-être. Je ne disais rien, soufflant doucement sur la surface de mon thé. Je veux dire, c'est une grande maison pour une personne, continuait-il. Tout cet entretien, le jardinage, les réparations, c'est beaucoup. Tu ne devrais pas avoir à gérer tout ce stress à ton âge. C'était là, la ligne répétée. Le premier coup, je penchai la tête, l'observant. D'où stress. Pascal. Ma voix était calme, mais je laissais le froid transparaître. Tu penses que tailler mes roses est stressant? Cuisiner mes propres repas, vivre dans la maison, que j'ai construite avec mon mari. Il riait légèrement, essayant de garder l'ambiance légère. Ce n'est pas juste ça, Madeleine. Tu sais ce que je veux dire. Les accidents arrivent, et si tu glisses, et si tu oublies de verrouiller les portes une nuit, Dieu nous garde. Si quelque chose de grave arrive quand tu es seule. Je sentais mes lèvres se crisper. Je suis parfaitement capable de verrouiller mes portes. Il insistait, un peu trop empressé. Bien sûr que tu l'es. Mais Sabine et moi avons juste parlé, tout c'est, pensant à l'avenir, planifiant de manière responsable. Tu as travaillé si dur toute ta vie. Tu mérites de te détendre, d'avoir des gens qui veillent sur toi. Tu ne devrais pas être accablé par les factures. L'entretien. Laisse quelqu'un d'autre porter ce fardeau. Je souriais faiblement, le laissant mariner dans sa fausse gentillesse et un instant. Et qui porterait ce fardeau? Pascal. Il hésitait. Eh bien, nous, bien sûr. Tu sais que Sabine et moi... Nous nous assurerions que tout soit géré. Financièrement, légalement. Tu n'aurais à t'inquiéter de rien. Nous gérerions tes comptes, paillerions les factures, garderions tout en ordre. Mon estomac se retournait. C'était là, posé clairement sous les mots mielleux. Le vol discret déguisé en sollicitude. Je gardais ma voix stable. Et comment géreriez-vous cela? Suggères-tu que je cède le contrôle de ma succession? Il riait doucement, balayant la main d'un geste dédaigneux. Pas le contrôle, juste un peu de guidance. Une procuration peut-être, c'est très courant. Juste une précaution, purement administratif. Je posais ma tasse de thé, la céramique cliquetant contre la soucoupe. Je vais y réfléchir, disais-je doucement. Il souriait, pensant avoir progressé. Mais à cet instant, quelque chose en moi se solidifiait. Je n'y réfléchirai pas, j'observerai maintenant, très attentivement, à la fin de la semaine. Mon instinct ne me laissait pas en paix. La visite de Pascal n'était pas une visite amicale. C'était une mission de reconnaissance. Et cette brochure de l'échelle n'était pas arrivée par hasard. Il bougeait discrètement. Mais vite, je décidai de me rendre à la banque. Pas pour une transaction particulière, du moins pas officiellement. Je voulais les regarder dans les yeux. Je voulais voir si mes comptes avaient été touchés. Je voulais sentir la pièce. Le directeur de la banque, Monsieur Lambert, connaissait Georges et moi depuis des décennies. Nous n'étions pas proches, mais il y avait un respect. Il souriait en me voyant approcher le guichet. « Madame Roche », saluait-il chaleureusement. « Comment puis-je vous aider aujourd'hui ?» Je gardais mon ton léger, plaisante. Je me suis dit que je viendrais vérifier mes comptes. Rien d'urgent. Bien sûr. Il me faisait signe de le suivre dans son bureau. Je le voyais jeter un œil à l'écran, en consultant mes dossiers. Quelque chose dans son front tressautait. À peine. Je le remarquais. « Tout est en ordre », demandai-je, croisant les mains sur mes genoux. Il marquait une pause. Un peu trop longue. Oui, tout est intact. Mais il s'éclaircissait la gorge. Puis je demandai, avez-vous récemment autorisé quelqu'un à faire des demandes ou des ajustements sur vos comptes? Mon pouls ralentissait. Mon corps entier s'immobilisait. Mais je gardais mon visage neutre. Non, je n'ai autorisé personne. Il hochait lentement la tête, tapotant une touche. Eh bien, nous avons reçu une demande plus tôt cette semaine.
Un homme est venu, disant agir en votre nom avec des documents de procuration. Il a essayé d'accéder à vos relevés financiers. La pièce semblait plus froide. Un homme, demandai-je, bien que je savais déjà. Pascal Vasseur, votre gendre. Je crois, j'expirais par le nez, gardant mes mains croisées serrées. Oui, c'est lui. La voix de M. Lambert baissait légèrement. Professionnel, mais préoccupé. J'ai trouvé étrange que nous n'ayons pas reçu de notification préalable. Et franchement, le document qu'il a fourni semblait douteux. Il tendait la main dans un dossier sur son bureau. Sortait une copie du formulaire. Les signatures falsifiées ne sont pas toujours faciles à détecter. Mais nous avons des protocoles. Je me penchai. Examinai-je le papier. Ma signature était là en bas. Tremblante, exagérée, presque caricaturale. Quiconque connaissait mon écriture rirait. Mais bien sûr, Pascal comptait sur le fait que personne ne regarderait de près. Je suis très reconnaissante que vous ayez suivi le protocole. Monsieur Lambert, ma voix était stable, mais à l'intérieur, je sentais la montée lente de quelque chose de chaud, dangereux. J'ai immédiatement notifié notre département juridique, continuait-il. Pour l'instant, l'accès reste entièrement restreint à vous seul. Mais je pensais que vous devriez savoir. Je souriais. Pas par chaleur, mais par clarté. Merci, vous avez bien fait. Il hésitait. Voulez-vous que nous alertions les autorités? Je secouais la tête. Pas encore. Je me levais, lissant mon manteau, mais notais chaque tentative d'accès, chaque demande, et informez-moi directement. Si quelqu'un essaie à nouveau, il hochait la tête. Absolument. En quittant la banque, marchant dans l'air frais de l'après-midi à Sarlat, mon esprit s'aiguisait. Ils n'attendaient pas, ne planifiaient pas. Ils agissaient déjà. Pascal ne voulait pas juste le contrôle. Il pensait l'avoir. Et Sabine, qu'elle mène ou simplement permette, s'était complètement engagée dans ce complot. Je descendais le trottoir la tête haute, le vin tirant sur mon écharpe. Ils avaient fait une erreur critique. Ils croyaient que je resterais silencieuse. Ce soir-là, j'avais besoin d'un visage familier. Quelqu'un qui me voyait encore, pas comme un actif, pas comme un inconvénient, mais comme moi. J'appelais Colette. Elle répondait à la première sonnerie. Comme toujours, Madeleine. Tout va bien. Sa voix était douce, chaude. Et je réalisais à quel point ma poitrine était tendue toute la journée. « Pourrais-tu me rejoindre pour dîner ?» demandai-je, forçant ma voix à rester stable. « Bien sûr, ma chère, au café. » Le café. Ce petit endroit n'avait pas changé depuis des années, niché au coin d'une ruelle pavée à Sarlat. Il n'était jamais trop bruyant, jamais trop bondé, juste assez petit pour se sentir en sécurité. En entrant, Colette était déjà assise dans notre box habituelle près de la fenêtre. Elle se levait, ouvrait les bras sans un mot. L'étreinte manquait de me briser sur place. J'avalais la boule dans ma gorge, m'asseyais en face d'elle. Nous commandions un rôti pour elle, un saumon grillé pour moi. Ce n'est qu'après le départ de la serveuse que Colette tendait la main sur la table, posant doucement la sienne sur la mienne. « Raconte-moi. » Je respirais lentement, sentant les mots monter dans ma gorge. Sabine et Pascal essaient de prendre la maison. Ses yeux s'aiguisaient immédiatement. Mais elle ne hoquetait pas, ne paniquait pas. Elle écoutait simplement. Je savais que c'était pourquoi j'étais venue à elle. Ils ont falsifié des documents. Continuai-je, ma voix stable, mais mes mains se serrant. Une procuration. Pascal a essayé d'accéder à mes comptes cette semaine. Les lèvres de Colette se pinçaient en une ligne fine. « L'audace !» murmurait-elle. « Après tout ce que tu as fait pour elle. » Je hochais la tête. 43 ans dans cette maison. Georges a construit chaque pouce. Et maintenant, il pense pouvoir me pousser dans une maison de retraite et encaisser ma vie. Sa prise sur mes mains se resserrait. « Madeleine, tu as besoin d'un avocat. » Tout de suite.
J'y ai déjà pensé, disais-je. Je ne voulais pas me précipiter dans quelque chose d'émotionnel. Mais après d'aujourd'hui, je marquais une pause, avalant difficilement. Après aujourd'hui, je vois ce que c'est. Ce n'est pas une sollicitude maladroite, c'est du vol. Colette s'adossait, hochant lentement la tête. Tu as besoin de quelqu'un de redoutable, protecteur. Elle jetait un œil autour. Baissant la voix, tu as appelé Luc Bernard. Luc Bernard, répétai-je. Le nom semblait familier. Avocate successorale. Tu te souviens du gâchis de ma sœur il y a quelques années? Ses enfants ont essayé quelque chose de similaire après son opération. Luc a tout géré, tout verrouillé, étanche. Je hochette la tête, rangeant le nom comme une arme. Colette se penchait à nouveau. Tu n'attends pas, Madeleine. Tu bouges d'abord, discrètement. Sécurise ce qui est à toi, avant qu'il ne dépose quoi que ce soit au tribunal. Je regardais ses yeux gentils. Stables. Elle ne donnait pas juste des conseils. Elle me tendait ma première véritable prise dans cette bataille. Il pense que je suis trop vieille pour voir ce qui se passe, murmurai-je. Plus à moi-même qu'à elle. Ils pensent qu'ils sont plus intelligents. Ils se trompent, disait Colette fermement. Tu n'as jamais été faible, Madeleine, silencieuse. Oui, patiente, oui, mais faible. Jamais, pour la première fois de la journée, je sentais quelque chose scintiller en moi. Pas de la colère, pas de la peur, de la concentration. Le lendemain matin, j'appelais Maître Luc Bernard. Son assistante me fixait un rendez-vous cet après-midi-là. Elle ne posait pas beaucoup de questions, seulement vérifiait mon identité. Comme si ce genre de situation n'était pas rare pour leur bureau. C'était étrangement réconfortant. Le cabinet était au 4e étage d'un immeuble de bureaux, en verre à sarlat, propre, calme, sérieux, le genre d'endroit qui ne perdait pas de temps avec des politesses de bar à café. Maître Bernard était plus jeune que prévu. La quarantaine, costume élégant, yeux vifs, mais sa poignée de main était ferme. Et quand il me faisait signe de m'asseoir, je ne sentais aucune condescendance, seulement de l'attention. « Madame Roche, comment c'est-il » Croisant les mains sur le bureau, Colette m'a donné un bref aperçu avant votre rendez-vous. Je comprends qu'il y a une inquiétude concernant votre fille et votre gendre, essayant de prendre le contrôle de votre succession. Je hoche la tête. Ils ont déjà essayé. Mon gendre a présenté des documents de procuration falsifiés à ma banque. La banque l'a refusé. Heureusement. Mais ce n'était pas une erreur. Monsieur Bernard, c'était intentionnel. Il bouge vite. Il hochait la tête, prenant des notes. Avez-vous actuellement des désignations légales actives? Une procuration légitime? Des directives médicales? Des trusts viagers? Des co-signataires? Non, disais-je. Mon défunt mari et moi gardions, tout en propriété conjointe jusqu'à son décès. Depuis, tout est uniquement à mon nom. Je n'ai rien signé d'autre. Surtout pas pour Sabine ou Pascal. Bernard marquait une pause, tapotant son stylo sur le carnet. Bien, cela rend les choses plus faciles à démêler. Sa calme était une force stabilisante. Il continuait. Vous avez eu beaucoup de chance. Votre banque a signalé la falsification. Cela pourrait être crucial. Falsifier une procuration est un délit grave. Si nous devons escalader, mais idéalement, nous les neutraliserons avant qu'ils n'osent déposer quoi que ce soit légalement. Neutraliser, répétais-je doucement. J'aimais son choix de mots. Il se penchait en avant. Je recommande de commencer immédiatement par une révocation de toute revendication non autorisée et de verrouiller votre succession entièrement. Cela inclut sécuriser l'acte, vos comptes financiers, vos avoirs de retraite, les bénéficiaires d'assurance, toutes. Nous déposerons un affidavit formel affirmant votre compétence mentale, ce qui rend toute revendication que vous êtes, j'ai cité, incapable de gérer vos affaires, presque impossible à défendre au tribunal. Il marquait une pause,
observant attentivement mon visage. Je sais que cela semble agressif, mais vous ne surréagissez pas, Madame Roche. Ce qu'ils ont fait, et tentent de faire, est un abus financier. C'est criminel. La seule erreur serait d'attendre. J'expirais, sentant mes doigts se desserrer lentement de leur prise crispée. « Faites-le », disais-je. « Tout ce qui doit être fait. Faites-le discrètement, mais complètement. » Bernard souriait faiblement. « J'espérais que vous diriez ça. » Il glissait une pile de documents vers moi. « Nous commencerons par ces autorisations. Je déposerai l'affidavit d'ici demain. Une fois ces protections en place, même s'ils essaient de quoi que ce soit, les tribunaux les verront venir à des kilomètres. » En signant chaque formulaire, ligne par ligne, quelque chose en moi changeait. Ce n'était pas de la défense, c'était de l'offensive. En quittant le bureau, marchant dans l'air vif du printemps à Sarlat, je sentais le poids dans ma poitrine commencer à s'alléger. Sabine et Pascal avaient commencé un jeu qu'ils pensaient contrôler. Maintenant, ils jouaient à mon jeu. Je ne dormais pas beaucoup cette nuit-là. Pas parce que j'étais anxieuse. Plus maintenant, c'était autre chose. Une sorte de préparation que je n'avais pas ressentie depuis des années. Le matin, j'étais déjà en train de planifier la prochaine couche de protection. Je n'attendais pas leur prochain mouvement. J'appelais d'abord un serrurier. À midi, chaque serrure extérieure de la maison était changée. Porte d'entrée, porte arrière, garage, toutes avec de nouveaux verrous renforcés. Le serrurier, un jeune homme poli aux mains rapides, souriait poliment en travaillant. « Des problèmes familiaux ?» demandait-il nonchalamment. Je lui donnais seulement un petit sourire froid, juste prudente. Ensuite venait la société de sécurité. J'améliorais le système entièrement. Nouvelle caméra, installées à l'extérieur. Détecteur de mouvement à l'intérieur. Chaque entrée était couverte. J'ajoutais même une petite caméra discrètement nichée dans le coin du salon, pointée directement sur la zone de séjour principale. En fin d'après-midi, je me tenais dans l'entrée, regardant les petites lumières vertes clignoter silencieusement sur le nouveau panneau de contrôle. La maison n'avait jamais semblé plus solide sous mes pieds. C'était ma forteresse. Mais je n'avais pas fini. Ce soir-là, je rencontrais René Dupont, l'ami le plus proche de Georges depuis près de 30 ans. Il était aussi l'une des rares personnes à qui je faisais implicitement confiance. Veuf lui-même maintenant, René avait pris sa retraite de l'immobilier, mais gardait assez de contacts pour naviguer certaines portes discrètement. « J'ai besoin de vendre la maison », disais-je calmement, à mes conditions, à quelqu'un que je choisis. Et j'ai besoin de discrétion. René marquait une pause d'1 seconde. « Tu es sérieuse ? J'en ai fini de jouer la défense. » Sa voix baissait, douce, mais ferme. « Madeleine, tu n'as pas à quitter ta maison pour les arrêter. »« Je ne quitte pas, corrigeai-je. Je veux la vendre à quelqu'un qui la détiendra en trust, mais me permettra de rester locataire à vie. Ils ne pourront pas y toucher. » René expirait lentement. Un transfert privé avec un bail à vie. Exactement. Il s'éclaircissait la gorge. Un peu impressionné. Tu y as réfléchi. J'y ai été forcé. Dans les 48 heures, René rappelait. J'ai trouvé ton acheteur. Un ami de confiance de la famille. Vieille fortune. 0 dette. Discrète. Ils achèteront la maison sous une LLC privée et te la loueront aussi longtemps que tu vivras ici. Pas un centime ne change de main au-delà de ce qui est nécessaire pour compléter le transfert légal. Et leurs avocats se spécialisent dans la protection d'actifs étanches. Parfait. René marquait une pause. Madeleine, tu coupes complètement ta fille, n'est-ce pas? Je restais immobile à ma table de cuisine, jetant un œil au vieux carillon dehors, oscillant dans la brise. Je lui ai donné tout ce qu'une mère pouvait donner. Mais l'amour sans respect est creux. Cet après-midi-là, la paperasse était rédigée. Le rapport de l'évaluateur immobilier était déjà déposé. Grâce à René, le contrat de vente privée détaillait chaque point.
l'achat irrévocable, le bail à vie, l'acte non transférable. Le lendemain matin, je signais tout dans le bureau de René. L'acheteur signait aussi, une femme d'âge mûr aux yeux calmes et un hochement discret. Elle comprenait ce que je faisais et pourquoi. Il n'y avait pas de questions, seulement des signatures propres, déposées promptement auprès du département. À midi, la maison ne m'appartenait plus légalement. Pas sans nom, mais en pratique. Elle était plus protégée que jamais. Je m'asseyais seule sur la véranda arrière ensuite, le thé réchauffant mes mains. Regardant mes roses osciller doucement, la maison restait exactement comme toujours. Mais maintenant, elle était à l'abri de leur portée complètement. Je ne ressentais pas de triomphe, pas encore, mais je me sentais stable. Ils arriveraient bientôt, avec leur camion, avec leurs suppositions, et ils découvriraient que le monde avait discrètement changé sous leurs pieds. Ils venaient tôt. Plus tôt que prévu, comme s'ils ne pouvaient attendre de me voir m'effondrer. J'entendais les moteurs avant de les voir. 2 grands camions de déménagement grondant dans l'allée, suivis du vieux pick-up cabossé de Pascal et du SUV rutilant de Sabine. Le convoi des vautours était arrivé. Je restais assise dans la salle à manger de ma maison en Dordogne, calme, montée intacte sur la table en bois soie-d'ail. Je voulais qu'il me voie. Attendant, prête, Sabine était la première à sortir, tout en affaires, une clipboard en main, la bouche crispée de détermination. Pascal suivait derrière, lunettes de soleil sur le nez, même si le matin était encore couvert. Puis venaient les déménageurs, déchargeant déjà des diables et des cartons, comme si c'était une affaire réglée. Sabine montait les marches vivement, feignant un sourire poli. « Maman, tu ne répondais pas au téléphone. »« Je sais, » disais-je doucement. Pascal restait en arrière, bras croisés sur la poitrine, scrutant la maison, comme un prix en cours de sécurisation. « Nous avons tout arrangé, » continuait Sabine. Sa voix s'empâte. Répétait. Roide. La société de déménagement emballera tout aujourd'hui. Tu seras installée à l'échelle ce soir. Le personnel est prêt pour toi. Elle parlait comme si j'étais une vieille chose fragile, incapable de comprendre ma propre vie. Je prenais mon temps, sirotante mon thé, laissant le silence devenir inconfortable. Puis je me levais, lentement, stablement, et les affrontais pleinement. Personne ne me déménage, disais-je. Ma voix calme, mais vive. Vous êtes en intrusion. Pascal riait, secouant la tête. Madeleine, pour l'amour de Dieu, ne rends pas ça plus dur que nécessaire. Nous sommes déjà sous contrat. La maison est pratique. Vendu. C'est là que vous vous trompez. Je tendais la main vers l'enveloppe posée proprement sur la table. L'attendais à Sabine. Les épais papiers officiels portaient le poids de la finalité. C'est l'acte de vente notarié, pleinement déposé et enregistré auprès du département. Disais-je uniformément. Depuis la semaine dernière, cette maison ne m'appartient plus personnellement. Elle appartient à un trust privé. Détenu sous une propriété LLC, je reste locataire légal pour la durée de ma vie. Le visage de Sabine se vidait de couleur. Elle feuilletait les pages désespérément, ses mains commençant à trembler. « Non, non, tu ne peux pas faire ça », murmurait-elle, la voix brisée. Nous avions un accord. Vous aviez un plan. Corrigeais-je, vous n'avez jamais eu d'accord. Pascal s'avançait, sa voix durcissant. C'est de la fraude. Tu n'es pas mentalement compétente pour prendre ces décisions. Je souriais froidement. Oh, vous aurez du mal à prouver cela. Surtout après votre petite performance la semaine dernière. Ses yeux se rétrécissaient. Quelle performance! Je faisais un petit pas plus près, baissant la voix.
celle que vous avez gentiment livrée à la caméra. Chaque menace, chaque accusation, chaque tentative de m'intimider pour signer ma succession. Sa mâchoire se crispait, ses mains se serraient en poing. Tu m'as piégé. Non, disais-je doucement. Tu t'es révélé. Les déménageurs restaient figés près du camion, incertains s'ils devaient continuer ou battre en retraite. La tension dans l'air était assez épaisse pour étouffer. Puis, une autre voiture s'arrêtait dans l'allée. Pas la police, pas un avocat. Maître Luc Bernard sortait, mallette en main, calme et composé. Les épaules de Sabine s'affaissaient lorsqu'elle le reconnaissait. Le visage de Pascal s'empourprait de fureur. « Tu as fait venir ton avocat ici », lançait Pascal. « Non », disais-je calmement. « Mon avocat est là depuis le début. Vous êtes ceux qui êtes arrivés en retard. » La bravade de Pascal craquait là, dans la salle à manger. Il ne s'y attendait pas. Il s'attendait à ce que je m'effondre, que je supplie. Mais je restais immobile, calme, tandis qu'il s'effondrait. « Tu penses que ce petit coup tiendra au tribunal ?» crachait Pascal. « Tu penses qu'un peu de paperasse de trust et un petit clip vidéo suffisant ?» Luke, debout juste derrière moi, ouvrait sa mallette sans un mot. Il sortait un dossier fin, l'ouvrait et parlait avec le même ton calme, délibéré, qu'il portait toujours. « En fait, Monsieur Vasseur, votre tentative de saisir les actifs de Madame Roche par des documents frauduleux, un accès financier non autorisé, et maintenant une intimidation physique sont bien documentées. En plus des images de sécurité, nous avons des copies de votre soumission de procuration falsifiée à la banque. Le dossier légal est déjà construit. Vous êtes en violation de plusieurs lois nationales et départementales. » Le visage de Pascal s'empourprait profondément. « Vous n'avez rien, » Luc continuait. « Imperturbable. Vous avez été enregistré menaçant de tutelle sous de fausses revendications, tentant de coercition, et maintenant en intrusion sur une propriété privée. Cette propriété, je vous le rappelle, n'appartient plus à Madame Roche, mais à un trust, dont la structure de propriété vous exclut totalement. Vous et votre femme. » Sabine semblait rétrécir à chaque mot, son clipboard tremblante dans ses mains. Pascal faisait un pas en avant, la voix montant. « C'est la maison de ma famille. C'est là que vous vous trompez, » disais-je doucement. « C'est ma maison. Vous n'y avez jamais eu droit. » Le moment pesait lourd dans l'air. Un silence épais de fureur et de panique. Puis, depuis le bord de l'allée, venait le son final qui changeait tout. Le gémissement lointain d'une sirène. Approchant, la tête de Pascal se tournait vivement, yeux écarquillés. La voiture du shérif s'arrêtait doucement derrière les camions de déménagement. 2 adjoints sortaient, mains reposant près de leur ceinture. Calmes, professionnels, mais indiscutablement autoritaires. « Bonjour, Madame Roche », me saluait l'un d'eux gentiment, hochant la tête vers Luc aussi. « Nous avons reçu la plainte pour intrusion de votre avocat plus tôt cette semaine, sur la base des preuves fournies et de l'enquête en cours concernant les documents légaux falsifiés. Nous sommes ici pour emmener Monsieur Vasseur en garde à vue pour interrogatoire. » Pascal se tournait vers moi, la rage pourrait dans les yeux maintenant. « Tu as appelé les flics ?»« Non, » disais-je doucement. « Mon avocat les a appelés il y a des jours. Vous alliez toujours venir ici aujourd'hui. N'est-ce pas? Vous ne pouviez pas vous en empêcher. » Les adjoints s'approchaient calmement, parlant d'un ton mesuré. « Monsieur, veuillez vous tourner et placer vos mains derrière le dos. » Le visage de Pascal se tordait de fureur, mais il n'était pas assez stupide pour résister. Lentement, il se tournait, laissant les adjoints menotter ses poignets, tandis qu'il lui lisait ses droits. Je restais immobile, ma colonne droite, regardant l'homme, qui pensait pouvoir me dépouiller de tout. Marchait vers la voiture de patrouille menottée. Sabine sanglotait, serrant son clipboard.
comme s'il pouvait l'ancrer. Elle me regardait avec des yeux larges, brisait, mais je n'offrais rien, ni sympathie, ni douceur. Elle avait choisi son camp. Les adjoints s'éloignaient, laissant l'allée soudain silencieuse à nouveau. Les déménageurs, écarquillés, commençaient discrètement à fermer les portes des camions sans un mot. Luc se tournait vers moi, sa voix douce. « C'est fini, Madeleine. » Je prenais une longue inspiration, stable et lente. « Non, murmurai-je, c'est un commencement. » La maison était si silencieuse après leur départ. Cela semblait presque un rêve. Sabine se tenait au milieu de l'allée, se serrant elle-même, ses yeux passant des camions vides à ma véranda, comme essayant de comprendre un monde qui avait complètement échappé à son contrôle. Elle semblait tellement plus petite maintenant. Le vernis serré, professionnel s'était fissuré, ne laissant que de l'émotion brute. Désespérée, « Tu n'avais pas à faire ça », murmurait-elle enfin, sa voix faible. Nous aurions pu trouver une solution. Je descendais les marches, stable, croisant ses yeux de front. Tu n'as jamais voulu trouver une solution. Sabine, tu voulais le contrôle. Elle essuyait son visage avec le dos de la main. Louis Pascal, il s'est trop endetté avec les cartes. Les prêts, je pensais. Elle secouait la tête, comme incapable de finir sa phrase. Nous essayons de réparer avant que ça empire. Vous essayez de réparer vos problèmes, en démantelant ma vie. Disais-je doucement, tu ne me voyais pas comme ta mère. Tu me voyais comme une ressource. Sa lèvre tremblait. Je ne voulais pas te faire mal. Mais tu l'as fait, la coupai-je, mon ton ferme, mais pas cruel. Et tu l'as fait avec pleine intention. Un instant, nous restions toutes deux là en silence. « J'ai tout perdu aujourd'hui », murmurait-elle, à peine audible. Je secouais la tête. « Non, tu as perdu ce que tu n'as jamais eu. Cette maison n'était jamais à toi à prendre. Ma confiance n'était jamais à toi à exploiter. Tu as encore ta vie. Tu as encore ta liberté. » Je laissais les mots planer un instant, avant de finir doucement. Pascal pourrait ne pas l'avoir. Son souffle s'arrêtait. Le plein poids de cette vérité s'enfonçant enfin, Luc s'avançait à mes côtés, attendant patiemment. Nous devrions rentrer, Madeleine. Les adjoints pourraient avoir besoin de vous contacter ce soir. Et je vais coordonner avec le bureau du procureur. Maintenant que tout est enregistré. Je hochais la tête en me tournant pour rentrer. Sabine m'appelait une dernière fois. Je ne voulais pas que ça en arrive là. Je m'arrêtais sur les marches, jetant un regard par-dessus mon épaule. Ma voix était discrète. Mais vive. Si, tu le voulais. Tu n'as juste jamais imaginé que je dirais non. Elle couvrait son visage avec ses mains, épaules tremblantes, tandis que je rentrais enfin et fermais doucement la porte derrière moi. Le verrou cliquait doucement, et la maison, ma maison, était à nouveau mienne. Pour la première fois depuis des mois, je me permettais de m'appuyer contre la porte et de respirer. L'épuisement était là, mais aussi autre chose. Le soulagement, pas le triomphe, pas la vengeance, juste la paix.